Bienvenue à toutes et tous pour ce webinaire qui sera consacré à la question de l'accès à l'emploi et à la formation des femmes primo-arrivantes. Donc, ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur notre site internet dans quelques jours. Le support qui vous sera présenté par les différentes intervenantes vous sera également envoyé par mail avec le questionnaire d'évaluation. Comme aujourd'hui, vous allez être quand même un petit nombre, si vous le voulez bien, je vous propose d'éteindre vos micros et vos webcams, de poser du coup, n'hésitez pas quand même à poser vos questions dans le chat en cliquant sur la petite bulle. Et quand il y a des questions qui sont posées par les uns et par les autres que vous vous posez aussi, n'hésitez pas à liker la question de la personne. Ça permet aussi de prioriser pour moi après pour pouvoir poser les questions aux intervenantes. Donc, vous n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau. Il y aura des temps qui seront prévus dédiés pour que je puisse remonter vos questions aux intervenantes après leurs interventions. Donc, pour ce webinaire aujourd'hui avec nous, nous accueillons Célia Yvon du Carrefour F des Pays de la Loire, Fabienne Linard du CIDFF 85, Sarah Bain pour le programme Agir en Loire-Atlantique et en Vendée, Julie Nègre et Anne-Fleur Nguyen pour le programme Agir du 49, du 53 et du 72. Donc le webinaire va se découper en trois parties. Il y aura d'abord la présentation par Célia d'une étude sur le sujet, puis de Fabienne ensuite pour le CIDFF et ensuite du programme Agir sur les 5 départements. Donc on va tout de suite commencer sans transition avec Célia à qui je vais laisser la parole. Merci Magdalena. Bonjour à tous et toutes. Donc je suis Célia Yvon, chargée d'études au Carrefour F des Pays de la Loire. Je vais vous présenter une étude, je partage mon écran, qui n'est pas encore parue, mais qui paraîtra la semaine prochaine, donc sur les freins à l'insertion professionnelle des femmes primo-arrivantes. Principaux résultats de l'étude, euh, en avant-première du coup. Donc, pour commencer, vous expliquer un peu le contexte et la méthodologie de cette étude. C'est une étude qui était inscrite au programme d'activité du Carrefour F l'année dernière, en 2024, et donc qui vient de se terminer, à la demande de la DRET des Pays de la Loire. L'objectif, c'était vraiment d'apporter un éclairage sur les freins que rencontrent les femmes primo-arrivantes pour accéder à la formation et à l'emploi dans la région. Pour ça, on s'est appuyé sur une méthode mixte, c'est-à-dire une approche qualitative à partir d'entretiens semi-directifs auprès d'associations et de femmes primo-arrivantes qui ont accepté volontairement de répondre à mes questions, et anonymement aussi, c'est important. Et puis une approche quantitative pour permettre un petit peu de chiffrer, de quantifier tout ça à partir de données fournies par l'OFI et puis à partir voilà, de ressources, de supports, d'études déjà réalisées. Avant de commencer, une petite définition de ce qu'on entend par une personne primo-arrivante, notamment dans cette étude. Donc, on est sur une personne étrangère qui est admise pour la première fois au séjour en France au titre de l'immigration familiale, de l'asile ou de l'immigration économique, présente sur le territoire depuis moins de 5 ans et qui souhaite s'y installer durablement. Ce qui est donc la définition officielle d'une personne primo-arrivante. Un petit point avant d'entrer directement sur les freins, c'est la situation professionnelle des femmes primo-arrivantes aujourd'hui. Donc, on est sur une situation différente pour les femmes et les hommes. Bien qu'elles soient plus diplômées, les femmes primo-arrivantes sont plus souvent inactives et puis quand elles sont en emploi, elles sont moins souvent à temps complet que les hommes. Ça se vérifie autant au niveau régional qu'au niveau national, cette tendance. On a notamment des chiffres au niveau national qui nous montrent que les femmes primo-arrivantes sont 9 fois plus inactives que les hommes. Et quand elles sont en emploi, elles sont 3 fois moins souvent à temps complet. Bien qu'elles soient plus diplômées. Cela autant au niveau national que régional. Donc on a vraiment quelque chose de marquant à ce niveau-là. Plusieurs études attribuent cet écart notamment aux projets migratoires, en fait, les raisons pour lesquelles elles sont en France. C'est vrai que les femmes, elles arrivent plus souvent en France au titre du regroupement familial, par exemple. Elles sont moins souvent bénéficiaires d'une protection internationale ou moins souvent immigrées pour des motifs économiques. Donc effectivement, il y a cette question de motif qui joue. Mais quand on regarde à motif égal, à motif de migration égal, les mêmes raisons entre hommes et femmes pour lesquelles ils arrivent en France, on se rend compte qu'il y a toujours cet écart qui persiste. Les femmes occupent moins souvent un emploi. Donc on a bien quand même des freins qui sont spécifiques aux femmes primo-arrivantes
qui jouent sur leur insertion professionnelle. Ces freins, justement, je les ai classés, il y en a énormément, mais là, je vous présente les principaux, classés en deux catégories. Donc, les freins endogènes. Donc, le premier, c'est pas surprenant, effectivement, c'est la question de la langue. Il est aussi valable pour les hommes. Donc, c'est le premier frein à l'insertion professionnelle. On a des niveaux qui sont très hétéroclites. On a effectivement des personnes qui ont des difficultés pour s'exprimer, d'autres pour comprendre, d'autres pour écrire. Donc, ce qui complexifie aussi parfois l'accompagnement, c'est qu'on est sur des niveaux de langue qui sont très différents d'une personne à l'autre. Dans certains secteurs, il faut une très bonne maîtrise de la langue, c'est indispensable. Donc, c'est notamment le cas dans l'industrie où on nous a remonté plusieurs difficultés. Là où la maîtrise de la langue est indispensable, par exemple, pour comprendre les consignes de sécurité. Donc voilà, dans certains secteurs, c'est un frein particulièrement fort. Euh, on a aussi d'autres cas, une femme qu'on a rencontrée là, par exemple, qui explique qu'elle était aide-soignante avant et qu'elle a plusieurs années d'expérience professionnelle, elle a les compétences, mais le niveau de langue n'est pas suffisant, elle a trop de lacunes, donc elle va pas pouvoir exercer son métier en France. Euh, Ce que plusieurs associations nous ont remonté et qui est intéressant, c'est que les femmes qu'elles accompagnaient n'ont pas pu bénéficier des heures des formations de l'OFI, notamment en raison des contraintes personnelles qu'elles ont, qui sont incompatibles en fait avec les horaires de formation, avec les temps de formation par exemple. Ce qui nous amène au second frein, un des freins les plus forts que rencontrent les femmes primo-arrivantes, c'est la question de la disponibilité en fait. Euh, c'est systématiquement abordé par les associations quand elles accompagnent les femmes à réfléchir à un projet professionnel. C'est effectivement la question de la disponibilité vis-à-vis de leur projet professionnel, euh, avant tout lié aux contraintes familiales et domestiques. Voilà, le principal défaut de disponibilité, entre guillemets, c'est qu'il y a toujours une problématique, il y a souvent une problématique de garde d'enfants, déjà au départ. C'est un frein que rencontrent beaucoup de femmes sur le marché du travail, mais il est particulièrement fort chez les femmes primo-arrivantes. Euh, c'est encore plus fort, effectivement, quand elles ont des enfants qui ne sont pas scolarisés, effectivement. Et puis, on a même le cas de personnes pour qui on aurait trouvé des solutions de garde, mais en fait, elles évoquent la difficulté à confier leur enfant à des personnes qu'elles ne connaissent pas, dans un pays qu'elles ne connaissent pas, avec une langue qu'elles maîtrisent difficilement parfois, ou alors elles ont vécu un parcours migratoire très difficile qui les a marquées. Donc voilà, cette question de la disponibilité, elle est quand même cruciale, on va dire, pour pouvoir travailler cette question du projet professionnel. Euh, on a aussi des associations qui évoquent un accompagnement plus difficile quand les femmes sont en couple. En fait, le projet professionnel du conjoint est souvent privilégié aussi. Et donc, c'est encore plus difficile quand en plus il y a des enfants à garder. Euh, on a une étude de l'INSEE qui démontre que la probabilité d'être inactive, qui augmente avec le nombre d'enfants et qui augmente avec le fait d'avoir un conjoint. Je vous ai mis quelques chiffres là, du ministère de l'Intérieur. On se rend bien compte, effectivement, toutes choses égales par ailleurs, à partir de deux enfants, les femmes ont deux fois moins de chances d'être à temps complet que les femmes qui n'ont pas d'enfants, et plus encore avec le nombre d'enfants qui augmente et puis, quant aux femmes qui vivent en couple, elles sont quatre fois plus souvent inactives que celles qui n'ont pas de conjoint ou qui vivent pas avec. Donc voilà, c'est aussi ça la question de la disponibilité, c'est cette question effectivement de voilà des contraintes familiales qui pèsent sur elles. Donc plusieurs associations qui essayent de contourner ces difficultés. Elles vont mettre des entretiens qui commencent pas avant 9h, 9h30 pour qu'elles puissent accompagner les enfants à l'école, qui ne dépasse pas midi pour qu'elle puisse aller chercher les enfants à l'école également. Et puis, il y a aussi la souplesse de pouvoir faire des entrées en formation tout au long de l'année avec des dates souples. Voilà, donc ça, ce sont des choses qui peuvent être mises en place pour essayer de rendre accessibles les formations ou les actions collectives ou les entretiens à ces femmes. On a aussi la question du rapport au temps, que j'ai classé dans la disponibilité aussi, mais ou plus précisément de la ponctualité. Et là, c'est particulièrement vrai quand elles ont un parcours de migration qui a été long, où en fait elles se sont un petit peu déconnectées et elles ont perdu le rapport au temps qu'on a nous tous, le rapport aux horaires. Et donc effectivement, ça peut nécessiter aussi parfois voilà, de se réapproprier les contraintes horaires, etc. Certaines associations m'ont raconté que elles envoient un message sur WhatsApp à la personne la veille,
puis 3 heures avant, puis 1 heure avant, pour lui faire un rappel, pour être sûr que la personne arrive à se rendre au rendez-vous à peu près à l'heure. Voilà, c'est un réapprentissage aussi de ces contraintes-là. La suite donc des freins endogènes, on a la question de la culture, hein, bien sûr, selon le pays dont elles sont originaires, avec une culture plus ou moins éloignée des normes de notre société, ça peut effectivement nécessiter, voilà, comment dire, de s'acculturer entre guillemets aussi à la société française. L'exemple le plus emblématique qui revient tout le temps effectivement dans les discours ou dans les médias, c'est la question du port du voile, hein, effectivement, qui est incontournable, qui cristallise beaucoup de choses, mais qui est aussi réel, hein. J'ai quand même pas mal d'associations qui m'ont remonté des exemples concrets. Euh, on avait notamment le cas d'une femme donc qui était en formation d'infirmière, qui donc devait réaliser un stage et qui souhaitait effectivement pas dévoiler ses cheveux, où l'association a mobilisé un petit peu tout son réseau pour trouver des perruques pour qu'elle puisse réaliser son stage sans non plus renoncer à ses convictions, tout simplement, puisque c'est sa religion. Donc, c'est aussi une façon, voilà, pour elle de trouver un compromis. Voilà, donc il y a des façons de contourner pour certains qui fonctionnent, voilà, qui peuvent être mis en place. C'est un exemple, hein, mais voilà. Et puis, on a aussi, à plusieurs reprises, on m'a remonté la question du contact avec les hommes, effectivement, dans certaines cultures où la mixité n'est pas forcément la norme. Et donc là, c'est vrai que il y a plusieurs associations qui m'ont remonté des petites choses qu'elles mettent en place, par exemple, des organisent des activités ou des événements mixtes, ateliers cuisine, ateliers numériques, une petite soirée conviviale, des choses comme ça, pour familiariser ces femmes avec la présence masculine aussi, qu'elles soient plus à l'aise. Et puis finalement, voilà, oui, les familiariser avec une réalité à laquelle elles vont être confrontées et dans leur milieu professionnel, dans le monde du travail plus tard, et aussi dans la société française en général. Donc voilà, des petites choses comme ça qui sont mises en place par les associations pour lever petit à petit ces freins culturels. Et le dernier point qui est un facteur très important, c'est celui de la santé mentale, qui touche tous les primo-arrivants, pas seulement les femmes, hein, mais les femmes aussi particulièrement, parce qu'elles peuvent avoir, donc selon leur origine, un parcours migratoire plus ou moins traumatisant, avec donc voilà, des souffrances psychologiques, parfois même, on a même aussi des souffrances physiques hein, qui en découlent. Il y a des gros traumatismes, des stress. On a aussi beaucoup évoqué voilà, des situations difficiles de maternité non désirée, de viol, parfois même de prostitution aussi. Donc on a quand même sur des femmes qui ont des vécus très très difficiles. Donc pour elles, c'est compliqué de se réinvestir dans un projet, c'est compliqué aussi de se projeter. Donc ça, c'est un facteur quand même à prendre en compte voilà, dans leur façon dont elles envisagent l'avenir. Euh, on a aussi, à plusieurs reprises dans les entretiens, on a évoqué des problématiques, enfin, des phénomènes de décompensation, c'est-à-dire que dès que la situation se stabilise un petit peu, et bien finalement, comment dire, la santé mentale reprend le dessus et la femme s'écroule un petit peu. En fait, elle relâche tout ce qu'elle avait pu mobiliser pour tenir le coup et pour s'investir dans son projet. Donc, il y a aussi des choses comme ça. Euh, et ce qui est important aussi, c'est que les associations témoignent vraiment de difficultés majeures dans la prise en charge psychologique pour ces femmes. Il n'y a pas d'accompagnement psychologique dédié, donc en fait, elles ont recours aux services de droit commun qui sont déjà surchargés, qui sont pas spécifiques, avec des délais de prise en charge qui peuvent être longs aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est remonté, qui peut être vraiment un frein. Et puis, il y a la question de la perception culturelle, là, associée à cette charge mentale aussi, c'est que pour certains, elles ont du mal à accepter qu'elles puissent avoir besoin d'un accompagnement psychologique. Culturellement, c'est difficile à accepter aussi et de se l'avouer. Donc, c'est un autre frein de ce facteur, qui reste un facteur important. Sur les freins maintenant exogènes, donc là, qui ne tiennent pas vraiment que de la femme, mais on a la question de la mobilité hein, voilà, qui est quand même un frein important pour toutes les personnes éloignées de l'emploi, pas seulement les primo-arrivants, mais effectivement, là, ce qui est intéressant, c'est que ça vient se combiner en fait avec leur statut de primo-arrivant aussi. C'est que on a donc l'absence de permis de conduire ou de véhicule personnel, évidemment, même si elles avaient déjà un permis de conduire dans leur pays d'origine, mais ça va être très difficile de le faire reconnaître en France ou de le repasser en France. L'usage des transports en commun qui est difficile, notamment quand on cumule au frein de la langue. Voilà, mais il y a aussi le fait de se déplacer dans une société nouvelle, de comprendre
de comprendre les lignes, de comprendre les horaires, de comprendre les arrêts, etc., etc. Ça peut être difficile. Plusieurs femmes mères de famille ont remonté des difficultés à circuler en transport en commun quand elles ont des poussettes, etc. Là, j'ai mis notamment le cas de la poussette double qui avait une jeune maman. C'était très compliqué pour elle. Elle n'arrivait pas à rentrer dans le tram. Bon, voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui font qu'effectivement, la mobilité, avec des temps du coup de trajet qui se rajoutent déjà au temps des rendez-vous, etc., ça reste un frein important. Le logement, évidemment, ça voilà, c'est le facteur clé de l'insertion professionnelle réussie parce qu'en fait, c'est celui qui apporte le plus de stabilité. Voilà, et donc le logement, c'est la condition incontournable de cette stabilité. Donc effectivement, ça c'est un des points qu'il faut absolument résoudre pour qu'elle puisse avoir une situation plus stable et envisager un projet professionnel à plus ou moins long terme. Et puis le dernier, enfin oui, un des points qui est important aussi, je l'ai mis ici parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas toujours, mais c'est le contrôle social en fait. Ce que j'ai appelé le contrôle social, c'est la pression familiale et communautaire, voilà, qui joue un rôle quand elles veulent entreprendre une activité professionnelle. Ça varie selon les contextes culturels et sociaux, évidemment, mais on a cette notion d'autorisation familiale qui est prégnante et qui conditionne le travail des femmes à l'accord préalable de leur entourage, en fait. Le projet professionnel, il est viable que s'il s'intègre harmonieusement dans l'organisation familiale. Autrement dit, la femme, elle peut aller travailler que si ça ne perturbe pas l'organisation familiale. Donc, dans le cas où il y a des enfants, il faut rentrer midi pour leur faire à manger, etc. On voit aussi dans les témoignages que cette contrainte, elle s'étend parfois jusqu'aux familles qui sont restées dans le pays d'origine ou en fait qui conservent un droit de regard sur les choix professionnels de ces femmes aussi. Euh, Ce que m'a dit une association, c'est la première étape, c'est de vérifier qu'elles sont disponibles et que la famille est d'accord, même quand elle est encore dans le pays d'origine. Ça peut être un préalable. Donc voilà, il y a aussi cette forme-là qui persiste avec des stéréotypes de genre derrière effectivement, ou dans certaines cultures, voilà, on va s'orienter plutôt vers des métiers féminins ou alors où la personne ne sera pas trop en contact avec des hommes, par exemple. Voilà, donc toute cette notion d'autorisation familiale qui est aussi un frein et qui est aussi quelque chose d'important pour qu'elle puisse d'émanciper. Donc en fait, on est sur des dynamiques avec des pressions sociales un petit peu contradictoires, de s'insérer rapidement et d'être autonome, etc. Et en même temps, d'un autre côté, elles sont complètement bloquées parce que justement, comment dire, cette autonomie est difficile à acquérir. Voilà pour les principaux freins. Rapidement, je vois l'heure qui tourne sur la multiplicité des freins. Voilà, en fait, la particularité des femmes primo-arrivantes, c'est qu'elles cumulent à la fois les freins des primo-arrivants, mais également les freins que rencontrent les femmes sur le marché du travail. Et donc que tout ça s'imbrique, voilà, de façon quand même très complexe à dénouer en fait. On va avoir effectivement des problématiques de disponibilité, donc avec la garde d'enfants, etc., qui sont amplifiées par les difficultés de mobilité, des freins qui sont liés à la mobilité, qui sont aussi imbriqués avec ceux qui sont liés à la culture. Là, je prends l'exemple du vélo. Une des femmes qui avait des difficultés à se déplacer en transport en commun, une association lui a proposé le vélo, sauf que dans sa culture, une femme sur un vélo, c'est pas convenable. Alors du coup, ils ont contourné les choses et ils lui ont proposé une trottinette qui lui convenait. Donc voilà. Mais bon, voilà, ça montre un petit peu comment les liens sont tous imbriqués les uns dans les autres. Et puis on a les difficultés administratives et derrière souvent les problèmes de santé physique et psychologique qui n'ont pas été résolus quand elles sont arrivées en France. Donc voilà, c'est toute la difficulté de la situation de ces femmes primo-arrivantes, c'est comment ces freins s'accumulent et se combinent et sont vraiment noués les uns entre les autres. Sur la question du projet professionnel, globalement, on note quand même des difficultés à se projeter dans un métier sur les premières années où elles sont arrivées en France. C'est récent, elles ont déjà beaucoup de choses à régler. Il y a toujours la problématique de la disponibilité pour investir un projet professionnel avec cette question voilà, d'une charge mentale qui pèse sur une femme, voilà, qui du coup l'empêche aussi de se projeter. Et puis la question de la temporalité aussi, hein, un projet à long terme, c'est souvent incompatible quand on est dans une urgence, une situation précaire, ou voilà, des situations oui, qui sont dans l'urgence. Et donc se projeter à long terme vers un projet professionnel qui va nécessiter un temps de formation, par exemple, ça peut être compliqué pour elles. Quand elles sont disponibles et quand elles sont en capacité de se projeter vers ce projet professionnel,
on note quand même qu'elles ont tendance à s'orienter vers des métiers qui nécessitent des compétences qu'elles ont déjà acquises, soit sur une expérience professionnelle passée, soit sur des expériences, euh, enfin, des compétences qu'elles ont eues à la maison, voilà, de s'occuper de quelqu'un, des compétences, oui, le soin, la cuisine, des éléments comme ça. Euh, Sinon, elles vont s'orienter vers un métier ou une formation qui est compatible avec leurs responsabilités familiales, donc en termes d'horaire notamment. Ou sinon, voilà, vers les métiers traditionnellement dits féminins, je le disais, hein, le soin, la cuisine, etc. Là, ce qui est difficile, c'est que finalement, elles vont s'orienter vers des métiers qui ne présentent pas les meilleures conditions de travail, hein, en termes d'horaire, en termes de rémunération, on le sait, le temps partiel, etc. Donc, c'est vrai que ce sont des éléments importants. Et puis, une petite remarque, pour les femmes qui sont diplômées et qui exerçaient déjà un métier avec un certain niveau de qualification dans leur pays d'origine, on a la question du déclassement qui est quand même souvent abordée, qui est une question difficile à accepter pour les femmes, notamment plus que pour les hommes. En tout cas, elle le remonte plus auprès des associations. Donc là, il y a aussi un travail à faire sur ce sujet-là, de comment on fait reconnaître leur diplôme ou comment on se réoriente complètement pour faire le deuil du métier qu'elle faisait avant aussi. Donc voilà les principaux points. Juste en conclusion, rapidement, voilà, on a tous ces freins qui viennent se cumuler, qui sont difficiles à dénouer. Par-dessus ça, on a effectivement la méconnaissance de leurs droits, notamment sur le marché du travail. C'est un élément important euh, aussi de leur parcours. Et que finalement, on se rend compte qu'il faut d'abord qu'elles puissent prendre en compte le nouvel environnement, la nouvelle société dans laquelle elles évoluent, et puis qu'elles arrivent à concilier cette vie sociale, cette vie familiale et cette vie professionnelle pour s'autoriser à avoir un nouveau projet professionnel, en fait. Voilà. Juste pour vous dire que le rapport sera donc publié la semaine prochaine et qu'il sera dans la newsletter du Carrefour F mardi prochain. N'hésitez pas à vous abonner. Merci. Merci Célia. Merci. Alors Célia, il y a déjà eu quelques petites questions que je propose de te transmettre directement avant de laisser la parole à Fabienne. Alors déjà, sur des données qui ont été citées quand tu as présenté les freins, est-ce que ces données sont nationales? Et si oui, est-ce que, il y a des spécificités régionales qui ont pu être identifiées ou pas? Alors, on a pas mal de données qui sont nationales, notamment toutes les données qui sont issues de l'enquête du ministère ou les données de l'INSEE. Mais par contre, les données de l'OFII, c'est précisé à chaque fois en bas et dans le rapport d'études aussi, ce sont des données régionales. Moi, dans les quelques données dont je dispose, j'ai pas vu de grande différence entre le national et le régional. Après, il y a une différence importante, c'est sans doute l'origine, la nationalité des personnes qui arrivent en France, qui potentiellement diffèrent. Voilà, en Pays de la Loire, on reçoit pas forcément le même public que dans d'autres régions. Ça, c'est un élément que moi, j'ai pas pu explorer dans l'étude, mais qui mériterait d'être exploré et qui du coup fait sans doute varier aussi un petit peu les freins. Parce que évidemment, selon leur origine, les femmes, elles n'ont pas le même niveau de qualification, elles n'ont pas le même parcours migratoire, et donc tout ça, ça va impacter leur insertion professionnelle. Merci. Et puis, du coup, il y a un participant qui nous dit, quand tu as présenté bah, l'impact du statut familial sur l'accès à l'emploi ou à la formation, faut-il comprendre que le statut familial, seul ou avec conjoint enfant, compte plus que la langue? Non, là, c'est vrai que j'ai pas hiérarchisé vraiment les freins, mais la langue, ça reste quand même le facteur incontournable. Mais la disponibilité arrive en seconde position, je pense, est effectivement un facteur très important. Très bien. Et dernière question, existe-t-il également des freins culturels autour de la garde d'enfants? Faire garder ces enfants par des inconnus qui pourraient être difficilement acceptables selon certaines cultures. Oui, il y a cette question-là, effectivement, de femmes bah, voilà, qui s'autorisent à confier ou pas leur enfant pour pouvoir travailler leur projet professionnel. Il y a des cultures dans lesquelles ça ne se fait pas trop. Il y a certaines femmes qui m'ont dit que dans leur culture, on confiait pas trop son enfant parce que ça veut dire qu'après, on était redevable à la personne pendant longtemps et elle n'avait pas envie de l'être. Donc, ouais, il y a plein de choses comme ça qui se jouent aussi derrière. Ouais. Merci Célia. Donc là, c'était vraiment un beau panorama voilà, des différents freins à l'emploi et à l'insertion. Et du coup, nos intervenantes suivantes vont
pouvoir déjà aussi rebondir sur ce que Célia a pu dire et puis présenter à leur niveau voilà, les solutions, pistes de solutions voilà, qu'elle propose. Et du coup, sans transition, je vais passer la parole à Fabienne et je vais partager du coup le support. Bonjour. Donc je suis Fabienne Linard, la directrice du CIDFF, du Centre d'information sur le droit des femmes et des familles donc de la Vendée. Donc dans un premier temps, je vous propose de vous présenter un peu les deux missions principales du CIDFF et puis après on fera un zoom sur une action que l'on mène auprès de femmes primo-arrivantes. Alors, concernant les champs d'intervention, je parle du CIDFF Vendée, mais sur cette slide, sachez que voilà, tous les CIDFF de France, hein, nous sommes un réseau national avec 98 CIDFF répartis sur toute la France. Et au sein de CIDFF, vous retrouvez je vais y arriver, hein, c'est le temps que je me chauffe un peu, mais je vais y arriver. Ces deux grands services, donc le service d'accès au droit, qui est la mission principale des CIDFF, ce pourquoi ils ont été créés, et puis le service emploi. Alors, plus précisément, le service d'accès au droit intervient évidemment, comme notre nom l'indique, sur le droit de la famille, mais aussi plus précisément sur l'accompagnement des victimes de violences. Concernant les femmes primo-arrivantes, on va avoir un champ d'intervention au niveau de l'accès à leurs droits en lien toujours avec le droit de la famille. On n'est pas des spécialistes du droit des étrangers, hein, j'ai envie de dire. Par contre, là où nos collègues juristes interviennent, ça va être voilà, sur des mariages qui ont lieu à l'étranger pour qu'ils puissent être reconnus en France. Ça va être aussi des mariages qui ont lieu à l'étranger et les personnes où un des deux protagonistes souhaitent divorcer, donc quelles sont les démarches à effectuer? C'est réclamer une pension alimentaire à un père, par exemple, qui vit à l'étranger. Comment est-ce que ça se passe? Donc, on va être voilà, sur tout ce qui touche au droit de la famille, mais aussi en lien, évidemment, avec la situation de personnes d'origine ou de nationalité étrangère. Bon, on va toucher aussi tout ce qui est garde d'enfants, autorité parentale. Par exemple, un papa qui a disparu de la circulation pendant 5 ans, voilà, qu'en est-il tant du mariage, si la situation relève du mariage, que de l'autorité parentale par rapport aux enfants. Donc voilà, toutes ces questions que les pères ou les mères, je le précise, peuvent se poser, hein, parce que sur l'accès au droit, pardon, on reçoit aussi bien les hommes que les femmes. Donc ça, c'est important, même si, bon, force de constater sur que la majorité des personnes que l'on reçoit sont des femmes. Nos entretiens sont, ça c'est important, gratuits évidemment et confidentiels, dans le sens où nous remontons jamais le nom des personnes que l'on reçoit à nos financeurs ou autres, hein. On leur envoie essentiellement des statistiques, bien évidemment. Sur le territoire de la Vendée, nous avons 18 permanences juridiques réparties sur tout le territoire, où mes collègues juristes donc, font des permanences mensuelles, excepté sur le siège social, donc, qui est situé à La Roche-sur-Yon, où là, on a pendant voilà, les lundis, mardis, jeudis, on peut recevoir les personnes. Donc voilà. Ce qui est important, c'est qu'on peut recevoir évidemment les personnes concernées, mais aussi les professionnels qui les accompagnent, hein. Parce que parfois, dans le cadre d'un accompagnement social ou autre, on a besoin de ces points juridiques pour pouvoir faire avancer l'accompagnement. Donc là, mes collègues juristes sont aussi à la disposition des professionnels qui ont besoin de ces infos. Il n'y a pas de souci. Ils peuvent même aussi accompagner les personnes lors de leur rendez-vous avec les juristes. Donc ça, c'est valable pour tous les CIDFF, notamment des Pays de la Loire, mais aussi de France. Le deuxième champ d'intervention, ça va être le service emploi, qui là est assuré donc en Vendée par deux collègues conseillères emploi. Par rapport au... Alors ça, c'est un service par contre qui est resté réservé aux femmes dans notre agrément d'État, tout simplement parce que les femmes ont plus de mal à accéder à l'emploi que les hommes, sont souvent plutôt sur des contrats précaires, hein, qui ne favorisent pas leur autonomie sociale, économique et professionnelle. Donc ce service est resté réservé aux femmes. L'avantage, enfin, ou la différence, plutôt, je veux dire, par rapport à d'autres accompagnements qui peuvent être proposés, c'est que les femmes que l'on accompagne n'ont pas besoin d'être inscrites à Pôle emploi, n'ont pas besoin de relever du RSA, il suffit d'être une femme. D'où l'intérêt que les femmes primo-arrivantes ou d'origine étrangère
voilà, qui ne sont pas encore dans le parcours de démarche avec France Travail ou autre, voilà, elles peuvent venir voilà, demander à bénéficier d'un accompagnement avec nos collègues conseillers emploi. Sachant que aussi, nous n'avons pas d'obligation de résultat, nous pouvons prendre le temps qu'il faut avec ces femmes. Il n'y a pas de parcours prédéfini ou de durée définie. Et comme on le disait tout à l'heure, mais j'y reviendrai tout à l'heure, hein, que souvent ces femmes primo-arrivantes étant depuis peu sur le territoire français, elles ont besoin de temps. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Elles ont besoin de temps, donc bah, cet accompagnement peut durer 6 mois, 1 an, 18 mois, le temps nécessaire. Il peut y avoir des interruptions pour reprendre après. Donc de ce côté-là, c'est hyper confortable pour elles. Et voilà, ça peut répondre vraiment à un vrai besoin à un temps donné. Et sachant que le service emploi et le service d'accès au droit, évidemment, mes collègues travaillent ensemble, donc il peut y avoir des ponts faits entre les deux services. Voilà, je pense que j'étais assez claire là-dessus. Ah oui, contrairement au service d'accès au droit où on a, donc je disais, 18 permanences réparties sur toute la Vendée, sur le service emploi, on n'a que 2 permanences à La Roche-sur-Yon et à Fontenay-le-Comte. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons moins de financement sur ce service-là et qu'il existe aussi beaucoup de partenaires qui œuvrent voilà, vers l'accès à l'emploi, l'accès à la formation ou l'accès à la création d'entreprise. Donc voilà, ce choix, ce qui explique voilà, le fait que nous ne sommes que sur 2 permanences. Mais si la femme est mobile, elle peut venir de toute la Vendée. On favorise aussi, évidemment, comme beaucoup d'entre nous, ce confinement, tout ce qui va être visio, accompagnement par visio, qui parfois permet d'éviter des déplacements quand ceux-ci peuvent poser problème. Voilà pour les 2 champs. Après, je vous propose donc de vous présenter donc une action qui est financée par le BOP 104, donc la DRETS, qui s'adresse à des femmes primo-arrivantes en situation régulière. On l'amène, cette action, je crois que ça va faire la 4e ou 5e année, et on se rend compte qu'elle a un franc succès. La preuve en est que sur le groupe, on a un groupe actuel là, qui va se terminer, donc comme vous voyez les dates, bientôt fin mars. Voilà, on a 14 participantes et on a eu 25 orientations. Donc 14 participants sur une action collective aujourd'hui. Je pense que pour les partenaires qui mènent des actions collectives savent que c'est souvent assez compliqué. Et bien malgré leurs difficultés qui ont pu déjà être évoquées tout à l'heure, elles sont là, elles sont présentes et on se rend compte voilà, qu'il y a une vraie soif de collectif. Alors, cette action, elle est menée, non, cette action n'existe pas sur Nantes, pour répondre à la question directement posée. Là, elle est spécifique à la Vendée, hein, c'est parce que chaque CIDFF est autonome et indépendant. Et donc, en Vendée, on a fait le choix de répondre donc, à l'appel à projet BOP 104. Mais on doit en reparler en réunion de direction, là, bientôt au niveau des Pays de la Loire, parce que je sais que le 49 est intéressé pour mener ce type d'action. Donc, on espère voir ensemble de pouvoir peut-être pour les CIDFF intéressés la déployer sur d'autres départements. Cette action, sa particularité, j'ai envie de dire, c'est qu'elle a lieu sur 2 matinées, les mardis matins et les vendredis matins, de 9h30 à midi. On a souhaité, voilà, c'est vrai que ça peut paraître peu en durée, mais d'adapter nos horaires en fonction des contraintes familiales de ces dames, parce que voilà, pour rebondir encore à nouveau sur ce qui a déjà été dit, on le voit bien que avant que les enfants soient scolarisés, c'est un peu compliqué de les mobiliser, parce que la garde d'enfants, alors déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de place dans les crèches et autres, enfin en tout cas sur la Vendée, surtout sur des actions ponctuelles comme ça. On va prioriser plutôt les mamans qui ont besoin de faire garder leurs enfants pour l'emploi. Et c'est difficile pour elles de faire garder leurs enfants, en effet, par des gens inconnus. C'est une réalité. Donc, une fois qu'ils sont scolarisés, elles sont souvent beaucoup plus disponibles. Et donc, elles participent à ces 2 matinées. Donc, on a une matinée qui est vraiment réservée aux Français langue étrangère, Français langue d'intégration, pour répondre, comme on disait, au premier frein qu'elles rencontrent, qui est la problématique de la langue. Donc, alors il faut s'adapter parce que je vois sur le groupe qu'actuellement, sur 14 femmes, on a 12 nationalités différentes. Donc, il faut évidemment s'adapter voilà, à leur niveau, qui est aussi très hétéroclite, et aussi voilà, à leurs besoins. Et là, on ressent souvent, ce qu'on remarque chez elles, c'est que cette action, du fait qu'elle soit sur 2 matinées avec des horaires adaptés, ça répond vraiment à un besoin. Parce que on leur propose souvent des actions temps plein
même si c'est lundi, mardi, jeudi, vendredi, et c'est beaucoup trop pour elles à porter. Parce que, en effet, aussi, elles ont les contraintes familiales, elles doivent voilà, gérer la maison, gérer les enfants, et que se rendre disponible sur des horaires très fixes de 9h, 17h, c'est impossible pour elles. Surtout sur du prime, enfin, je le répète, mais en effet, elles ont besoin de temps. Je vois la plupart, la moitié du groupe, là, sont là en France depuis moins d'un an. Donc, évidemment, leur parler de formation temps plein, de travail à temps plein, elles ne sont pas, absolument pas prêtes. Et on peut l'entendre hein, quand on vient d'un pays étranger, qu'on ne maîtrise pas la langue et qu'il faut prendre toute, enfin déjà se repérer d'un point de vue géographique, sans parler voilà, de toute la culture, tous les problèmes administratifs qu'elles peuvent rencontrer, c'est assez, enfin voilà, on imagine bien que c'est beaucoup à porter et que 1 an, 2 ans, des fois il faut plusieurs années en effet pour pouvoir être disponible pour envisager voilà, de la formation, de l'emploi et évidemment la garde d'enfants. On voit aussi, et ça je rebondis, hein, sur tous les freins qui ont pu être évoqués, on les retrouve nous évidemment, et ça, bon, je ne vous l'apprendrai pas, je ne vais pas tous les reprendre, mais le problème de la langue qui est le premier, et on le voit à la fin de cette action, la plupart des femmes voilà, on travaille aussi sur la mobilité, la garde d'enfants, enfin voilà, ces choses-là. Et certaines, voilà, vont accepter de repartir sur d'autres formations en français parce qu'elles sentent que c'est l'étape essentielle, primordiale pour pouvoir envisager autre chose derrière. Même si ça part souvent juste sur de l'insertion sociale, on n'est pas forcément sur du professionnel, mais au moins pour pouvoir se repérer dans la ville, pour pouvoir aller dans les différentes administrations, pour pouvoir échanger et discuter, c'est l'étape essentielle. Donc, souvent, elles continuent après sur des formations plus ou moins intenses, mais voilà, elles continuent derrière quand elles sont disponibles pour ça, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, je tenais aussi un petit point. J'ai pas regardé l'heure à laquelle j'ai démarré. Donc, Magdalena, tu peux me faire coucou quand j'ai dépassé mon temps, s'il te plaît. Il y Ce a sera- encore 1 ou 2 minutes, Fabienne, mais voilà. D'accord, ben, merci, je vais clôturer. Moi, je voudrais revenir aussi sur la santé mentale, hein, parce que tous les points qui ont été abordés, disponibilité, ponctualité, langue, la mobilité, je rejoins complètement. Je suis complètement, enfin voilà, on retrouve hein, complètement ces freins sur les femmes qu'on accompagne. La santé mentale, et ça, ça me semble important. Et en effet, leur culture en général enfin, de par leur culture, elles ne s'autorisent pas à bénéficier d'un accompagnement psycho, sachant qu'en plus, en effet, force de constater que les moyens mis à leur disposition sont plutôt limités. Mais je sais que là, cette année, on a fait intervenir une sophrologue sur notre groupe et on s'est rendu compte qu'en fait, elles étaient en contrôle total, qu'elles ne savaient pas respirer avec le ventre. Alors, c'est des petits détails, ça peut vous paraître anodin, mais ça nous a semblé important d'aborder en fait le mieux-être ou le bien-être par cette technique et on va le réitérer parce que vraiment, ça leur a été hyper bénéfique. Donc, je pense que les uns et les autres, des fois, voilà, on peut aussi par des petites interventions comme ça leur amener l'ouverture d'esprit et qu'elles s'autorisent à. On les a aussi emmenées voir un spectacle, visiter la salle du Grand Air, qui est une scène nationale à La Roche-sur-Yon. Enfin voilà, elles ont pris un café en terrasse. Alors pour la plupart, c'était la première fois de leur vie qu'elles s'autorisaient ça. Enfin voilà, c'est plein de choses et je pense que, alors après, il faut du temps, je dis pas que ça résout tout, on n'a pas de baguette magique, mais ce côté collectif tout ensemble et leur amener autre chose que ce qu'on peut leur apporter sur que du français langue étrangère, c'est aussi avoir une autre vision, d'autres possibilités et que ça amorce après des choses pour sur du plus long terme. Voilà, je pense que ça permet quand même des choses. Donc voilà, dire que cette action, elle est bien, elle ne résout pas tous les freins, loin de là. Moi, je trouve qu'elle amène une dynamique, des envies. Ça crée aussi des fois des amitiés entre elles, ce qui est super important parce qu'elles sont souvent quand même assez isolées socialement du fait de s'occuper de la famille. Elles sortent très peu, seules en tout cas. Donc on amène quelque chose et puis après, bah, le service emploi pour celles qui le souhaitent prend le relais ou les partenaires qui nous les ont orientés. Voilà, on fait un bilan tous ensemble peuvent aussi après continuer l'accompagnement derrière. Mais force de constater sur les dernières actions menées qu'il y a une vraie... Déjà, le français, comme il y a 12 nationalités françaises, bah, 12 nationalités différentes, on ne parle que français. Donc le français, leur niveau de français a beaucoup évolué, à l'oral notamment, et qu'il y a vraiment une envie d'aller plus loin. Et rien que pour déclencher ça, enfin, je trouve que c'est important. Et le collectif permet vraiment ça. Je m'arrête là. Merci Merci. beaucoup, Fabienne, pour ce euh,
retour d'expérience et donc peut-être prochainement déployé sur d'autres départements J'espère. de la région. Donc à suivre, mais en tout cas, il y a une offre CIDFF tronc commun qui est commune, que vous nous avez présentée, qui est commune Mm. voilà, à tous les départements. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher du CIDFF de votre département. Tout Merci. à fait. Merci à vous. Et donc pour continuer, je vais laisser la parole à Sarah du programme Agir et, euh, et à Julie et Anne-Flore. Bonjour à toutes et à tous, merci Magdalena. Donc, je suis Sarah Bain, chargée de mission du programme Agir en Loire-Atlantique et Vendée. Donc, on va vous présenter avec Julie et Anne-Flore brièvement le programme Agir, sachant qu'il y a déjà eu des webinaires organisés par le CARIFOREF sur la présentation de ces deux programmes sur l'ensemble de nos territoires qu'on vous invite à consulter et qui sont disponibles en replay sur le site internet du CARIFOREF. Donc, brièvement, Agir donc, signifie accompagnement global et individualisé des réfugiés. C'est un programme à destination des bénéficiaires d'une protection internationale, à savoir réfugiés, protégés subsidiaires et apatrides, qui sont signataires du contrat d'intégration républicaine et orientés vers nos dispositifs par l'OFII. On accompagne également les membres de leur famille qui peuvent venir dans le cadre d'une réunification familiale, par exemple, et qui sont également amenés à signer un contrat d'intégration républicaine. Le programme Agir va accompagner les bénéficiaires d'une protection internationale pendant maximum 24 mois sur les volets vers l'emploi et vers le logement. Cet accompagnement va durer maximum 24 mois et peut être plus court si les objectifs emploi et logement sont validés avant ces 24 mois. C'est également un programme qui s'appuie sur les acteurs locaux de l'intégration puisqu'on intervient en subsidiarité du droit commun. L'idée, c'est d'éviter les ruptures de parcours et donc d'orienter les bénéficiaires vers les interlocuteurs qui sont les interlocuteurs principaux pour répondre à leurs interrogations. Et si on n'en identifie pas, on prendra le relais jusqu'à identifier un prochain interlocuteur. Donc le programme Agir, c'est un marché public. Selon les départements de France, ce ne sera pas le même opérateur qui portera ce programme-là. En Pays de la Loire, il y a deux groupements associatifs. Donc un groupement qui va intervenir sur les départements de la Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe, et un deuxième groupement qui va intervenir sur les territoires de la Loire-Atlantique et de la Vendée. En général, donc, dans chaque programme Agir, il y a deux volets principaux. Un volet qui va plutôt être dédié à l'accompagnement individualisé des bénéficiaires de la protection internationale et qui va être assuré par des professionnels plutôt de profil travailleurs sociaux et CIP. Et un volet plutôt appui à la coordination des acteurs locaux qui va plutôt être en lien avec l'ensemble des partenaires sur les territoires pour pouvoir les outiller, les mettre en lien et puis faire remonter les besoins au niveau de l'État, s'il y en a qui sont identifiés, des manquements identifiés. Et donc là, pour entrer plus en détail sur l'accompagnement qui est proposé aux femmes que nous accompagnons, je vais laisser la parole à Julie et Anne-Flore. Bonjour, Julie Nègre, conseillère socio-professionnelle sur le programme Agir 72. Alors effectivement, comme évoqué en début du webinaire, nous accompagnons des femmes qui arrivent effectivement souvent sur le territoire, qui découvrent une ville nouvelle, une autre langue, des administrations complexes et à qui à un moment donné, on demande que voulez-vous exercer comme profession. Des femmes qui ont certaines diplômées et pour lesquelles les diplômes ne sont pas reconnus, d'autres qui ont été peu ou pas scolarisées. Des femmes qui parfois n'ont même jamais envisagé de travailler parce que la notion même du travail n'a pas été envisagée. Et pour certaines, ce n'est pas un projet de vie ou effectivement, comme dit précédemment, qui doit être validé par l'entourage. Notre rôle en tant que conseillère socio-professionnelle est de prendre le temps d'écouter leurs besoins, leurs envies, et d'élaborer le projet professionnel avec elles, de lever les freins inhérents, comme évoqué, et leur faire entendre que c'est possible, en travaillant en collaboration avec différents partenaires pour lever effectivement les freins qu'on a évoqués, donc la Maison des langues, les centres sociaux, les partenaires mobilité, les crèches. En grande majorité, nous avons observé que leur projet professionnel est souvent de travailler dans le secteur du service à la personne. Bien sûr, nous cherchons à questionner, à comprendre pourquoi ce projet pour mieux les accompagner. Mais parfois, ce qu'on disait, ce n'est pas forcément leur choix. Ça a été insufflé parfois par des personnes qu'elles ont rencontrées ou par méconnaissance de ce qui existe. Donc nous, notre rôle, c'est d'ouvrir le champ des possibles en faisant découvrir d'autres secteurs d'activité, en ouvrant au métier dit, entre guillemets, masculin,
en mettant en place des visites de centres de formation. À titre d'exemple, la semaine dernière, on est allé avec un groupe, on a accompagné un groupe, rencontré, enfin, pardon. on a, on a accompagné un groupe à la Fab Academy, donc un centre de formation qui propose des formations dans l'industrie. Et d'ailleurs, on a rencontré de nombreuses femmes qui sont en reconversion. Et donc, voilà, c'est c'est un secteur d'activité qui s'ouvre de plus en plus. On organise également des visites d'entreprise, donc pour faire découvrir l'univers professionnel déjà, et également pour s'ouvrir sur les différents secteurs, donc la logistique, l'industrie, même le bâtiment. Les femmes que nous accompagnons ont une réelle envie, on a remarqué, d'apprendre et essayer, mais elles ont besoin d'être rassurées sur leur capacité à apprendre et surtout à s'autoriser à essayer. Donc c'est pourquoi nous valorisons les périodes d'immersion également pour confirmer leur projet, la faisabilité et déconstruire les idées reçues. Donc, bonjour, moi c'est Anne-Florine Guyenne, je suis conseillère en insertion professionnelle sur le programme Agir 72. Donc, comme disait Julie, en fait, au travers de nos entretiens, en fait, on va un petit peu déconstruire les représentations aussi qu'elles ont parfois des métiers. Donc voilà, où la perception du travail, on va valoriser dans nos entretiens, en fait, on va valoriser le parcours de ces femmes en mettant donc en lumière les expériences qu'elles ont eues au pays ou les compétences qu'elles ont acquises, comme on a pu évoquer tout à l'heure dans leur rôle de maman ou les rôles qu'elles ont en dehors du marché de l'emploi. Donc voilà, on va prendre le temps en fait de valoriser ces parcours-là. On va aussi détecter les compétences transversales. Donc ces compétences qu'on aura identifiées lors de nos entretiens, en fait, on va les valoriser et on va leur expliquer en fait que du coup ces compétences-là, elles peuvent les mettre au service d'une entreprise. Mais du coup, ça prend du temps. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant sur le programme HR, c'est qu'on a 2 ans. Donc, on prend bien le temps, en fait, lors de nos entretiens, de travailler sur sa valorisation des expériences et des compétences qu'elles ont acquises. Pour certaines, elles ont, comme évoqué tout à l'heure, des diplômes. Donc, effectivement, on va valoriser, enfin, en tout cas, on va passer du temps sur la reconnaissance de diplômes. Pourquoi? Parce que ça peut aussi leur permettre, des fois, de reprendre, en fait, des études supérieures. Et puis, effectivement, peut-être de réexercer quelques compétences qu'elles avaient acquises lors de leur diplôme au pays. Elles ont aussi des permis de conduire pour certaines, donc du coup, on va aussi passer du temps sur la reconnaissance de permis de conduire. On a d'ailleurs des femmes qui ont récupéré leur permis de conduire. Enfin, il y a eu un échange possible avec la France, donc du coup, voilà, on les oriente aussi vers des plateformes de mobilité pour qu'elles puissent reprendre quelques heures de conduite et se faire confiance ici sur la route en France. Donc voilà, on a des partenaires ici en Sarthe qui font ça, qui proposent quelques heures de conduite pour ces femmes. On va aussi accompagner, on l'a dit tout à l'heure, à la levée des freins périphériques, notamment sur la garde d'enfants, la mobilité, la santé. Et ça, on va s'appuyer aussi sur les partenaires, les travailleurs sociaux aussi qui les ont suivis et qui ont déjà peut-être amorcé des choses. Donc nous, effectivement, on va reprendre ce travail dans l'accompagnement emploi pour qu'elle soit bien sûr disponible et sereine en fait pour entamer un projet professionnel. Puisque du coup, ce sont souvent des problématiques qui sont rencontrées par les femmes isolées, seules avec enfants. On aborde aussi lors de nos entretiens professionnels la question du voile, effectivement, parce qu'elles peuvent être confrontées aux entretiens professionnels à cette question-là. Donc, on l'aborde aussi. Ça peut être aussi, comme disait très bien Julie tout à l'heure, voilà, quand on a visité aussi le centre de formation en industrie, voilà, cette question du port du voile, c'est pour aussi des questions de sécurité. Donc, on l'aborde aussi dans nos entretiens, voilà, en fonction du projet professionnel qu'elles évoquent. Donc voilà, comme ça, elles sont préparées aussi si elles ont cette question lors d'entretiens d'embauche. Et puis aussi, on oriente vers des actions dédiées et on fait la mise en relation avec des partenaires. On a des actions dédiées ici sur la Sarthe pour ces femmes primo-arrivantes, notamment à Alonne, on a une action qui s'appelle Femmes en mouvement. Le CDFF, qui est intervenu tout à l'heure en Sarthe, fait une action aussi pour les femmes sur l'élargissement des champs professionnels. Et on a aussi une action qui va se mettre en place là courant mars sur la visite de plateaux techniques sur des métiers dits masculins
pour pouvoir en fait leur dire que c'est possible. Voilà, quel que soit le projet professionnel, il peut être travaillé en amont. Et on les informe aussi sur le marché du travail et sur les process de recrutement, effectivement, qui parfois peuvent être pas forcément acquis pour tout le monde. Donc, je vais repasser la parole à Sarah Bain qui va vous expliquer aussi l'outil qu'on utilise, qui est réfugié.info, qui peut être un outil très intéressant sur l'insertion des femmes. Merci. Donc, comme on vous le disait, nous, les professionnels du programme Agir, travaillent en subsidiarité du droit commun dans le cadre de leur accompagnement. Et donc, pour aider les personnes accompagnées à trouver des actions, on utilise plusieurs plateformes parmi lesquelles réfugié.info. Donc, réfugié.info, c'est un outil qui est d'abord à destination des personnes accompagnées, donc d'abord pour les réfugiés, mais qui peut également être utilisé par les professionnels. L'idée, c'est que vous trouverez sur cette plateforme un certain nombre de fiches démarches et de fiches actions qui sont traduites en 7 langues, langues qui peuvent être lues et écoutées, donc ce qui peut être assez intéressant pour les personnes qui ne lisent pas leur langue maternelle. Ces fiches-là sont assez succinctes. Elles peuvent être envoyées par SMS, par mail. La plateforme est très facile d'accès. L'avantage, c'est que enfin, nous, les professionnels, les utilisent directement en entretien avec les bénéficiaires quand il s'agit, par exemple, de leur expliquer une démarche telle que la réunification familiale, par exemple, qui va être abordée durant l'entretien. Mais ça peut également servir d'orientation pour les professionnels. Tout à l'heure, le CIDFF 85 nous parlait de l'action Femmes d'ailleurs, citoyennes et compétentes. Typiquement, cette action, vous pouvez la retrouver sur réfugié.info. Il y a plusieurs thématiques qui sont identifiées, comme l'administration, formation, le français, le logement, la santé. On a parlé de santé mentale tout à l'heure. Certaines actions sont référencées également sur réfugié.info. Vous pourrez filtrer selon votre département, selon votre région, et même si certaines actions ne sont pas forcément présentes dans votre département, le fait de les avoir sur la plateforme et d'avoir accès aux liens qui renvoient vers le site internet peut vous donner des biais également euh, qui peuvent être utilisés dans le cadre de vos entretiens avec les personnes que vous accompagnez. Donc, on vous invite, si ce n'est pas déjà le cas, à référencer votre action sur réfugié.info. On vous mettra le lien dans le PowerPoint qui vous sera transmis à l'issue de cette présentation. Vous verrez, il y a des webinaires qui sont très succincts et très clairs qui vous permettent de comprendre comment fonctionne le site internet et comment référencer vos actions. Donc voilà, les principaux liens qui vous renvoient vers les webinaires de présentation du programme, enfin des programmes Agir qui sont présents sur la région et vers le site internet de réfugiés.info. Merci Sarah. N'hésitez pas, alors il reste quelques minutes avant qu'on conclue. Si jamais vous avez des questions pour nos différentes intervenantes, c'est le moment. Bon, tout a été très clair, mesdames. Eh bien, du coup, je remercie grandement nos intervenantes pour leurs interventions. À vous également pour votre attention, vos questions. Donc, comme évoqué au début, le webinaire a été enregistré. Il sera disponible d'ici quelques jours en replay sur notre site internet. Vous allez recevoir cet après-midi ou demain ou plus tard le support qui a été diffusé ainsi que le questionnaire d'évaluation. Et donc, dans ce questionnaire d'évaluation, n'hésitez pas également à proposer d'autres actions sur lesquelles vous aimeriez voilà, qu'on fasse un webinaire ou une action de professionnalisation. Merci à toutes et à tous et à bientôt.